Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand News. Merci de nous recevoir. À la une de ce midi, donc une cinquantaine de sapeurs-pompiers sont sur place, accompagnés d'équipes cynophiles pour assurer qu'aucune victime n'est piégée dans les décombres d'un bâtiment qui avait été préalablement vidé de ses occupants. Elles sont 75% à dire avoir déjà subi une agression sexuelle dans l'espace public. Le harcèlement de rue est une véritable poids pour de nombreuses femmes. Des solutions sont développées pour lutter contre ce phénomène. Début 2023, plus de 2 tonnes de cocaïne s'étaient échouées sur les côtes normandes, la conséquence d'une nouvelle méthode de livraison employée par les trafiquants. Et puis le département des Alpes-Maritimes a été placé aujourd'hui en vigilance orange pluie et inondation ce samedi. Des records de précipitations ont notamment été atteints à Nice où les habitants craignent de nouveaux dégâts. Recherche en cours. Un bâtiment du centre historique de Toulouse dans les Hauts-de-Garonne s'est effondré dans la nuit de vendredi à samedi. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Nos équipes sont aux côtés des sinistrés, a écrit sur le réseau social X le maire de la ville, Jean-Luc Moudan. Les services de secours d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers accompagnés d'équipes cynophiles sont à l'œuvre depuis ce samedi matin pour s'assurer qu'aucune victime n'est à déplorer dans les décombres dans cet immeuble qui avait préalablement vidé par ses occupants. On fait le point sur la situation ce midi. Derrière cet épais panache de fumée, aux alentours de 3 h du matin, un immeuble toulousain de plusieurs étages vient de s'effondrer. Au milieu de ce monticule de briques rouges, une cinquantaine de pompiers et une équipe cynophile sont déployés pour rechercher d'éventuels blessés dans les décombres. À la suite d'un premier effondrement sur un mur intérieur, les 23 occupants de l'immeuble avaient déjà été évacués et relogés mardi dernier. Une fissure importante avait été détectée sur le bâtiment. Il s'est cette fois-ci totalement effondré. Un bruit qui a été entendu par les riverains et des passants dans le centre-ville, mais selon les services de secours, aucune victime n'est à déplorer. Dans les rues de Paris, pas besoin de chercher longtemps pour les trouver. Les femmes victimes de harcèlement sont nombreuses. Cela m'est arrivé plein de fois de me faire suivre, me faire siffler, insulter quand je ne répondais pas aux avances. Mais une fois de me faire poursuivre même avec un couteau, confie une jeune fille. Son ami confirme qu'on ne sait pas comment réagir sur le coup parce qu'on est sur le choc et qu'on a peur. Reportage signé Emmanuel Lagarde. Dans les rues de Paris, nous n'avons pas cherché longtemps pour les trouver, ces femmes victimes de harcèlement. Pour ces deux amies étudiantes, cela arrive même souvent. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me faire suivre, me faire siffler, me faire insulter quand on ne répond pas aux avances, être un peu violent. Ça m'est arrivé de me faire poursuivre avec un couteau carrément parce que je n'ai pas répondu à des avances. On ne sait pas comment réagir sur le coup parce qu'on est sous le choc. Et on est seul, ouais. Et on est seul et on sait que en fait, les gens ne vont pas réagir autour. Dans la rue, les transports, 75% des femmes disent avoir subi une agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Face à cette menace permanente, certaines tentent de se protéger comme elles peuvent, en filmant, comme ici, celui qui les suit, parfois en direct, sur les réseaux sociaux. Cette autre jeune femme courageuse brandit son téléphone devant celui qui la harcèle. Tu sais quoi ? Je t'annonce, personne, aucune femme n'a envie de se faire aborder la nuit et d'avoir quelqu'un comme toi qui lui dit « je vais passer la nuit avec toi » alors que je te connais pas et que je rentre chez moi tranquille, ok ? La nuit, dans les transports, comment se sortir de ces mauvaises situations si fréquentes ? Récemment, un conducteur de bus donnait ce conseil aux voyageuses. Quand vous êtes dans les transports, dans le bus, allez pas vous isoler tout au fond du bus. Restez devant, au cas où on ne sait jamais. Parce que dans les transports, le soir, il se passe des dingueries, la famille. C'est après une agression que Pauline Vanderkamp a eu cette idée. Une application qui recense les lieux sûrs où se réfugier. Safe Place en anglais. On va pouvoir aller sur la cartographie directement de l'application. On va voir les safe places qui nous entourent. Et là, je vais cliquer sur la plus proche de moi. On a de tout en safe place. On a donc 6500. J'ai des bars, des restos, des supermarchés, des fleuristes, des agences immobilières, des coiffeurs.
Et maintenant aussi certains points de vente de la Française des Jeux, comme chez ce buraliste. Il a suivi une formation obligatoire pour accueillir les victimes. Il faut avoir une attitude bienveillante, rassurante, mais sans les toucher, par exemple. Voilà, ça c'est ce qu'on nous a appris. Avoir les bons mots aussi, en disant « on vous croit, vous avez bien fait de venir ici, vous êtes au bon endroit ». Des endroits repérables par ce macaron et qui sont contrôlés plusieurs fois par an par les équipes de l'application pour vérifier que les familles seront vraiment en sécurité. Dans l'immensité des océans, les trafiquants de drogue se croient à l'abri des regards, mais parfois la mer décide de révéler leurs secrets au gré du vent. Des ballots de cocaïne se sont échappés sur les plages normandes en 2023. Les enquêteurs ont pu remonter la trace de ces sacs de drogue. Ils sont arrivés d'Amérique du Sud par un cargo, le Grand Hamburgo, un navire d'une compagnie italienne qui transporte normalement des voitures ou des marchandises. Pourquoi les drogues arrivent-elles sur nos plages? C'est ce que vous explique ce midi Daniel Schlinger. Dans l'immensité de l'océan, les trafiquants se croient à l'abri des regards. Mais parfois, au gré des vents, des courants, la mer décide de révéler leurs secrets. Des ballots de cocaïne échoués sur les plages normandes il y a un an. C'est énorme, c'est hors norme pour nous une telle quantité. Près de 2 tonnes qui ont attisé toutes les convoitises. Clairement des gens qui étaient là exclusivement pour chercher de la coke qui était venue gentiment s'échouer sur les côtes du Cotentin. Les enquêteurs ont pu remonter la trace de ces sacs de drogue. Ils sont arrivés d'Amérique du Sud par ce cargo, le Grande Hamburgo, un navire d'une compagnie italienne qui transporte normalement des voitures ou des conteneurs de marchandises. Le 25 janvier 2023, il part de Santos au Brésil direction Anvers en Belgique. Il entre dans la Manche le 17 février. Tard dans la soirée, à un point convenu avec des complices, des malfaiteurs jettent 2 tonnes 3 de cocaïne par-dessus bord. Les paquets sont équipés de puces GPS, mais ce soir-là, il y a du vent, de la houle. Le bateau de pêche, censé les récupérer, n'en retrouve qu'une petite partie. À force de chercher, il finit par être repéré par la police britannique, qui saisit ces 350 kilos. Le reste s'échouera les jours suivants sur les côtes françaises. Cette fois-ci, l'opération a capoté, mais cette technique appelée « drop-off » serait de plus en plus utilisée par les narcotrafiquants. Alors, l'intérêt de jeter la drogue avant d'arriver dans les ports, c'est d'éviter les contrôles de douane, en fait, qui sont dans les gros ports et qui sont de plus en plus efficaces. C'est très sophistiqué parce qu'il faut à la fois des membres de l'équipage qui sont corrompus et qui travaillent pour les organisations criminelles, mais aussi des personnes qui sont dans les pays d'arrivée pour pouvoir récupérer la drogue, puis la stocker. Aucune côte européenne n'est épargnée. Toutes les polices cherchent à intercepter ces fameux drop-off. Un avion des douanes italiennes a filmé en infrarouge la combine au large de la Sicile en juillet dernier. On voit un homme jeter un ballot à la mer depuis un navire commercial. En pleine nuit, une embarcation vient récupérer les ballots. Ils sont pris la main dans le sac. Valeur du butin saisi, 850 millions d'euros. Derrière ces opérations, des réseaux très organisés, des criminels albanais, mais aussi la fameuse mafia italienne, la 'ndrangheta, passée maître dans l'art de développer toujours de nouvelles méthodes pour acheminer de la cocaïne en Europe. Ils entourent la drogue d'un matériel gonflable avec des sortes de petites chambres à air qui vont se gonfler au bout de plusieurs heures et faire remonter les ballots à la surface. Il se dit que la 'ndrangheta organise une formation aux techniques du drop-off, une sorte d'école de la distribution de drogue. Les plus de 3 tonnes échouées sur les côtes françaises en 2023 ne sont que la partie émergée de l'iceberg, les rares fois où les narcotrafiquants ont échoué. Une semaine après les dernières intempéries, Nice, dans les Alpes-Maritimes, se prépare à un nouvel épisode de pluie. Effectivement, dimanche dernier, des murs se sont notamment effondrés dans la ville et une partie d'une falaise se sont écroulés sur une route. Ces glissements de terrain n'ont pas fait de blessés, heureusement, mais ils ont suscité une très grande inquiétude par les habitants qui redoutent une nouvelle intempérie. Cela fait peur parce qu'on est juste derrière des rochers, déplore un retraité qui avait notamment déjà été témoin d'un effondrement d'un mur. Reportage de Chloé Barbeau. La zone a été sécurisée,
la route a rouvert à la circulation. Une semaine après les dernières intempéries, cette impasse située dans les hauteurs de Nice se prépare à un nouvel épisode méditerranéen. Dimanche dernier, ce mur en pierre s'est effondré sur des voitures garées en contrebas. Plus loin, des arbres se sont abattus sur les tombes d'un cimetière et des parties de cette falaise se sont écroulées sur une route. Ces glissements de terrain n'ont pas fait de blessés, mais ont choqué les habitants. Ce retraité vit au dernier étage de l'immeuble situé juste en face du mur écroulé. Il redoute le pire. Ça peut arriver, ça peut arriver. Des trucs comme ça prévient pas, quoi. Ça revient d'un seul coup. Moi, j'ai vu le mur tomber, là, en direct. Hein. Alors ça fait peur, parce qu'on est juste derrière. Des rochers peuvent casser des murs, l'immeuble peut s'effondrer aussi. Ce soir, l'équivalent d'un mois de précipitation est attendu en quelques heures sur la Côte d'Azur. Ces fortes pluies vont s'abattre sur des sols déjà gorgés d'eau, ce qui augmente le risque de nouveaux éboulements. Ça pourrait éventuellement se reproduire dans tout ce secteur. On a beaucoup de murs anciens en pierre, donc ça pourrait éventuellement se reproduire. Donc ce qu'on craint, c'est d'être à nouveau bloqué, isolé, plus pouvoir utiliser nos véhicules et plus pouvoir faire de ravitaillement, parce qu'on n'a qu'un accès par un escalier, donc c'est problématique. Météo France recommande aux habitants de limiter leurs déplacements, notamment à ceux qui vivent près des cours d'eau ou en bord de mer. C'est un personnage pas bien vieux à ses débuts qui a bercé l'enfance de millions de fans. Mais avant d'être un dessin animé, Dragon Ball était d'abord une œuvre littéraire d'Akira Toriyama. Il a inventé une nouvelle forme de récit avec des aventures au long cours, mêlant combat, humour et voyage aussi. Un personnage que les lecteurs ont vu grandir au fil des années. Dragon Ball, de son nom, ce sont 260 millions d'exemplaires vendus dans le monde, qui ont notamment été sortis en film, en production dérivée et en jeux vidéo. La franchise aurait généré près de 30 milliards d'euros de revenus. Audrey Bouton. Si tu veux m'appeler, je viens de battre, tu vas avoir une mauvaise surprise. C'est un personnage pas bien vieux à ses débuts, qui a bercé l'enfance de millions de fans. Mais avant d'être un dessin animé, Dragon Ball est d'abord une œuvre littéraire, celle d'Akira Toriyama, qui invente une nouvelle forme de récit. Des aventures au long cours avec des combats, de l'humour et des voyages. Un personnage que les lecteurs ont vu grandir au fil du temps. Moi, c'est mon enfance. Ça évoque énormément l'enfance. Je rentrais des cours, je devais être en primaire. C'était l'heure du goûter pour moi, j'allumais la télé. Devant le club Dorothée, j'ai vu Dragon Ball Z et puis j'ai pas lâché. Après, j'ai lu les mangas. On n'avait que ça devant la télé, donc on a grandi avec. Et à l'école aussi, avec les enfants, on parlait de Dragon Ball, on mettait des Kamehameha dans la cour. Dragon Ball, c'est 260 millions d'exemplaires vendus dans le monde, déclinés en films, en jeux vidéo et même en produits dérivés. La franchise aurait généré près de 30 milliards d'euros de revenus. Et ce n'est pas la seule saga à attirer les lecteurs. One Piece et Naruto, autant de personnages qui ont inondé les rayons. Ce côté un peu contre-culture à l'époque, dans le sens où il y avait pas mal de gens qui lisaient des romans, d'autres c'était plutôt les comics, d'autres des bandes dessinées. Et c'est vrai que les jeunes qui avaient peut-être pas envie de lire la même chose que leurs grands frères ou leurs parents se sont peut-être mis dans le manga. Et la France n'est pas en reste. Deuxième plus gros consommateur derrière le Japon. L'an dernier, près de 40 millions de mangas se sont vendus chez nous, soit 700 000 chaque semaine. Plus qu'un phénomène littéraire, c'est même un mode de vie chez de nombreux fans. Ma mère, elle est fan de Dragon Ball, et donc depuis un petit peu toujours, je regarde des animés, je lis des mangas, etc. Même si les ventes se sont un peu tassées en 2023, le manga reste l'un des poumons de l'édition. Et Dragon Ball y est à coup sûr pour quelque chose.
Chaque bouchée raconte un bout de l'histoire de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Le fameux macaron, spécialité de la ville, est un gâteau à l'amande, mais pas que. Cette pâtisserie a surtout un petit goût de fierté pour les Lusiens de la ville. Pour découvrir le secret du macaron de Saint-Jean-de-Luz, il faut évidemment remonter le temps. C'est ce qu'on vous dit ce midi grâce à ce reportage. Chaque bouchée, c'est extrêmement bon, raconte un bout de l'histoire de Saint-Jean-de-Luz. C'est une tradition. Un gâteau à l'amande croquant, mais pas que. Et c'est moelleux, c'est très très bon. Un macaron qui a surtout un petit goût de fierté pour les Lusiens. C'est le macaron, mais du Pays Basque. Pour découvrir le secret du macaron de Saint-Jean-de-Luz, il faut remonter le temps. À son origine, le mariage royal de Louis XIV au XVIIe siècle. Pour l'occasion, un pâtissier basque invente sa propre recette de macaron. Monsieur Adam, le roi en raffole, c'est le début du succès. Une recette secrète qui se transmet de père en fils depuis 13 générations. Moi j'étais gamin, je jouais à la place Louis XIV avec mon frère, on jouait au football, etc. Et notre Aïta, donc, ce qui est père en basque, venait nous chercher pour nous dire écoutez, on va faire le secret. Et de génération en génération, c'est transmis comme ça. Seule chose qu'ils acceptent de nous dévoiler, les ingrédients. Des œufs battus en neige auxquels on ajoute du sucre et des amandes. 24 heures de repos puis la pâte est longuement pétrie. Elle est à point. Elle est prête. Elle est prête à être façonnée. Voilà. Et dans l'art du façonnage, Jean-Pierre est un virtuose. Un geste ancestral qui fait toute la différence. La même technique depuis 350 ans. Et c'est ça qui donne la forme du macaron après cuisson. Ils vont gentiment s'étaler tranquillement en cours de cuisson. Rien de plus. Ils ne sont que quelques-uns à maîtriser ce tour de main. Philippe Armandariz travaille ici depuis 30 ans et ses odeurs réveillent toujours ses souvenirs d'enfance. Ce macaron, il nous a toujours accompagnés, donc c'est évident que quand on sort de l'école, quand on est petit et puis qu'on a la chance de pouvoir croquer dans un macaron, on le fait et on est heureux de le faire. Et à la sortie du four, 30 grammes de bonheur. Un petit peu mordoré sur le dessus, un petit peu cuit sur le dessous et blanc et tendre à l'intérieur. Une recette que bon nombre de pâtissiers de la ville se sont appropriés. Mais les touristes et les locaux craquent toujours pour les originaux. On est venu là juste un quart d'heure, 20 minutes à Saint-Jean, puis on vient acheter des macarons. C'est très bon, et puis c'est pas trop sucré, donc c'est bien. C'est bien fait, ça sent bon, il y a un goût sublime, c'est merveilleux. Une recette qui semble éternelle pour des macarons qui renferment le goût d'antan de Saint-Jean-de-Luz. Son vert tendre et ses feuilles dentelées annoncent en Alsace la fin proche de l'hiver. Le pissenlit a de multiples vertus pour les assiettes dans les champs. À l'ouest de Strasbourg, dans le Bas-Rhin, le département, la récolte a déjà débuté. Avec les températures douces, le pissenlit a accéléré sa croissance. C'est comme un enfant qui sommeille. Il est semé fin avril, on le récolte soit au mois de février, soit fin janvier. Confie Marthe Guérand, c'est une maraîchère. Les pieds sont sortis de terre, un à un et à la main. Reportage Carole Darnold. Son vert tendre et ses feuilles dentelées annoncent en Alsace la fin proche de l'hiver. Magnifique. Le pissenlit, fleur mal aimée dans nos jardins, mais aux multiples vertus dans nos assiettes. Ces jeunes pousses se font une place jusque dans les grands restaurants. On saute dessus quand c'est la saison et on se réjouit avant. Et quand c'est fini, on pense déjà à la saison d'après. Un plaisir fugace et parfois méconnu. Dans les champs du Korosberg, à l'ouest de Strasbourg, la récolte des pissenlits a justement commencé. Il est juste au top là, regarde la profondeur aussi. Hein. Avec les températures douces, le pissenlit a accéléré sa croissance. Sous le regard attentif de Marthe Keren, la maraîchère. C'est comme un enfant qui sommeille, je dis toujours, le pissenlit. Il est semé fin avril. On le récolte soit au mois de février,
soit fin janvier, ça dépend des années. Une récolte toujours très manuelle, pour une plante délicate. Un à un, les pieds de pissenlit sont sortis de terre, 3/4 de blanc, 1/4 de vert tendre. Il ne faut pas le laisser trop pousser et verdir entièrement. Le pissenlit entièrement vert, il a ce côté amer qu'on a connu un peu dans le temps, lorsqu'on cherchait avec nos grands-mères, je dirais, dans les prés. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui n'aimaient pas le pissenlit à un moment donné. Malgré les vertus digestives ou encore diurétiques et antioxydantes qui lui sont attribuées, le pissenlit a donc parfois une mauvaise réputation. Bonjour. Ah, bonjour Eric. Bonjour Marthe. Comment tu Mais vas? pour le chef étoilé Eric Westermann, c'est encore et toujours un incontournable. Moi, je l'aime pas trop vert. Il peut avoir des petites pointes un peu vertes. Là, ça commence déjà à être un tout petit peu trop. Mais en dessous, il est magnifique. Là. Un pissenlit déjà en bonne place sur sa carte depuis quelques jours. C'est génial parce que on travaille que des produits de saison. Le pissenlit, ça commence à augurer le printemps dans quelques semaines. Et ça y est, c'est parti. Et puis ensuite, avec Marthe, ce sera les carottes, les poireaux, les pinavés. En attendant, direction la cuisine de son restaurant strasbourgeois pour mettre en valeur la saveur particulière du pissenlit. C'est vrai que c'est une salade qui est hyper délicate, mais en même temps avec un tout petit peu d'amertume. L'associer à un produit noble, mais gras aussi, comme le foie, ça irait bien aussi, pourquoi pas avec des coquilles Saint-Jacques. Mais il ne faut pas se compliquer trop la vie. Aujourd'hui, c'est avec un foie gras de canard poêlé que le chef a décidé de servir le pissenlit. Dans la même poêle, il fait ensuite revenir des abats de volaille, foie et gésier. Puis des échalotes finement ciselées, déglacées au vinaigre de miel. Et on y rajoute du jus de volaille. C'est ça qui va faire notre assaisonnement. Ne reste alors plus qu'à dresser. Voilà, tout simplement, le foie sur les pissenlits. Et pour accompagner cette salade gourmande, 2 petites tartines sur pain grillé, relevées bien sûr de quelques pousses de pissenlit. Oh, à table. Oh là. L'heure est maintenant venue de déguster. Avec Marthe Keren, la maraîchère, fière de voir son produit mis en valeur. C'est la première fois que je goûte. Ah bon? Je trouve que c'est extra. Hein. Ouais, ça marche bien. Hein. Ah oui. Il faut donner, vous voyez, au pissenlit, il faut le mettre différemment au goût du jour, je dirais. Il n'y a pas juste le pissenlit qu'on mange avec des lardons et des œufs durs. Il faut aussi, c'est ce que Eric démontre, qu'on peut le faire différemment. Un pissenlit à déguster rapidement en tout cas, car la récolte ne durera que quelques semaines, comme chaque année. Au musée des arts décoratifs à Paris, le tabouret Tam Tam semble perdu au milieu des sièges qui ont marqué le XXe siècle. Vendu à l'origine pour l'équivalent de 20 €, il est le symbole d'une époque. Mais né en pleine époque du tout plastique dans la décoration intérieure, il est aujourd'hui vendu dans la boutique de MoMA de son nom. C'est un musée d'art moderne à New York aux États-Unis à 60 €, des lettres de noblesse pour le fabricant. L'entreprise familiale de 24 salariés seulement. Reportage Olivier Lenouza. Conique, iconique, en plastique, le plus connu des anonymes. Ah, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est indémodable. Indémodable? Ouais. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus son nom. Tam-tam. Un tam-tam original. Un tam-tam ou un tabouret? Un tam-tam tabouret. Une touche pop dans le décor. Poids plume 998 grammes. Un géant entré dans les musées destinés aux pêcheurs. Il connaît une seconde jeunesse. Culte, le tam-tam. Au musée des arts décoratifs à Paris. Ce soir, si tu me cherches, je serai par là. Il semble perdu au milieu des sièges. Je suis seule au cœur de la foule. Qui ont marqué le XXe siècle. Prendre des gants pour dévoiler son secret. Il est démontable, donc composé d'un couvercle bombé et puis de 2 pièces identiques, coniques, creuses, encastrables. Vendu à l'origine l'équivalent de 20 €. Les chefs-d'œuvre ne s'évaluent pas en fonction du prix. Ça peut être des objets parfaitement bien dessinés. C'est ça qui fait le cachet de son dessin, en fait, c'est sa simplicité. Symbole d'une époque. Né en pleine période du tout plastique dans la décoration intérieure.
Aujourd'hui vendu dans la boutique du MoMA à 60 €, le musée d'art moderne de New York. Lettre de noblesse pour le fabricant, entreprise familiale de 24 salariés. Récemment, on a reçu une nouvelle commande du MoMA, d'à peu près 1500 pièces. C'est-à-dire que nos tam-tams made in France dans l'Ain sont exportés à New York. Voilà, c'est une petite fierté quelque part. Usine historique toujours en action. Objet du quotidien, né en 1968 à quelques kilomètres de Iona. Dessiné par un entrepreneur destiné à l'origine aux pêcheurs amateurs. Pour moi, c'était pas mon article préféré. Je croyais pas que ça aurait un tel succès. Mais cette photo, Brigitte Bardot avec 3 tam-tams, fait naître le mythe. Joueur de rugby, comédien, Mylène de Mongeau, Guillaume Canet, le second rôle, joue la star. Pour résumer 68, Daniel Cohn-Bendit et la révolution tam-tam. En 15 ans, 12 millions d'exemplaires vendus dans le monde, des versions originales, copiées dès ses débuts. C'est un carton où je stocke quelques dossiers de copies et de procès. Dernier procès. Copies qui provenaient de Chine et de Hollande. Combien d'exemplaires ? 73 000 exemplaires. Et le procès dure depuis plus de 8 ans. La seconde jeunesse du tam-tam. En sommeil dans les années 90, le tabouret résonne à nouveau dès 2002. Gamme revisitée, produits dérivés, font un tabac. À l'époque, on avait eu l'envie de faire un tabouret transformé en cendrier. Au départ, c'était des briquets qu'on a transformés en salière et poivrière. Ça, c'est mon dernier bébé, ça. C'est le iTam-Tam, c'était la station d'accueil pour iPod et iPhone. Et ça faisait en office d'enceinte acoustique. Nouvelle matière, métal, bois, liège. On a pris des designers, des artistes. Ça a été le plaisir de voir que des icônes du passé, on pouvait les remettre au goût du jour. Mais ça reste dans tous les cas un tabouret sur lequel on s'assoit. Le souffle de toute une époque. Petit air coquin, grand air de liberté qui donne envie, spontanément, à une dame de s'amuser. Tam-tam. J'ai jamais pris ça dans mes mains. Le ramdam, tout en douceur d'un tam-tam, sablier qui ne voit pas le temps s'écouler. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve ce soir pour de nouvelles informations. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi avec nous. À tout à l'heure.